Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Un média hors du commun qui raconte la terre et les secrets de l'agriculture, ce que personne ne vous dit. Pour eux, mieux comprendre, c'est mieux protéger. Depuis 4 ans, Charlotte Jacquet et Alexandre Asmodée vulgarisent l'agroécologie à travers Oiseaux bondissants. Tout a commencé par une passion commune pour la nature et la communication. Ingénieurs agronomes et naturalistes de formation, leur curiosité pour l'image les a poussés plus loin. Ils se sont formés à la réalisation de documentaires et à la photographie. Pour eux, la nature et l'agriculture sont profondément liées, et il faut redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse, expliquer sa complexité, son importance. Ils ont changé la perception de nombreux auditeurs sur des sujets critiques comme l'agriculture durable ou l'agroécologie. Faut-il totalement arrêter l'élevage et consommer de la viande? Est-il nécessaire d'adopter une agriculture régénérative et quelles sont les clés de la biodiversité? Charlotte et Alexandre me racontent tout dans ce dernier épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Bonjour Charlotte, bonjour Alexandre, ravi de vous Salut. recevoir dans Nutstalk. Avant de parler du sujet du podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, avec plaisir. Alors nous, c'est Charlotte et Alexandre. Tous les deux, on est ingénieurs agronomes, naturalistes et réalisateurs. Et il y a quelques années, ça fait maintenant 4 ans, on a créé notre propre média, Oiseaux bondissants, dans lequel on raconte la Terre grâce à des documentaires vidéo et en podcast, donc à travers différents formats, que ce soit du coup en vidéo sur YouTube, sur des documentaires longs, ou des extraits, des contenus courts sur Instagram par exemple, sur TikTok ou sur YouTube Shorts. Et en audio, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Donc, Qu'est-ce Notre qui... spécialité, pardon, excuse-moi Mehdi. Notre spécialité, c'est la vulgarisation scientifique. Et nous, on essaye de faire le lien entre la nature et l'agriculture. Donc, nos deux spécialités, finalement, essayer de faire discuter les agros et les écolos. Et on le fait ça principalement en ce moment dans des séries documentaires où on va sur le terrain, on va rencontrer les acteurs de l'agriculture, les paysans sur le terrain, les chercheurs, les centres de recherche, etc. Voilà. Pourquoi vous en êtes arrivé jusque-là? Ou par quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé vers la nature? ben, en fait, tous les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, on est ingénieurs agro. Donc, c'était dans notre cursus aussi de s'intéresser à ce genre de thématiques, déjà agricoles, mais aussi environnementales. Puis c'est aussi surtout une passion depuis toujours. Déjà pour la thématique, mais aussi pour le fait de communiquer. C'est quelque chose qu'on avait en commun, Alexandre et moi. Alexandre a toujours été passionné par la photographie et moi, c'est toujours la vidéo qui m'a hyper intéressée. Et on a un peu construit notre cursus autour de ça. On a appris en plus, parce qu'évidemment, c'est pas en école d'ingénieur agronome qu'on apprend à être vidéaste, réalisateur documentaire, ou à être photographe ou télépilote de drone. C'est quelque chose qu'on a appris en plus. Et on a pris des formations en ligne et on s'est motivé. On a fait de toutes nos expériences ingénieurs agronomes à la fois une expérience de terrain pour découvrir l'agriculture et l'environnement, mais aussi et surtout une bonne raison d'apprendre à communiquer et à transmettre ce qu'on découvrait sur le terrain à nos proches, dans un premier temps, hein, puisqu'on faisait des vidéos. Moi, je faisais des vidéos dans mes stages pour essayer de raconter un peu mieux ce qu'était la réalité du terrain en agriculture. Et Alexandre faisait toujours des photographies aussi. Donc, en fait, quand on a fini nos études, on a décidé de tout de suite créer notre boîte, Oiseaux bondissants, donc, pour pouvoir créer notre propre métier qui permettrait de mieux communiquer, de redonner de l'information sur les métiers de l'agriculture, sur comment fonctionne l'agriculture en détail, les interactions entre l'agriculture, notre alimentation, mais surtout notre environnement et le génie écologique. Donc voilà, c'est tout ça qui nous a motivés. Et c'est comme beaucoup de domaines, quand on commence vraiment à s'intéresser en profondeur, donc nous c'est
la nature, l'agriculture, on se rend compte aussi à quel point les gens sont ignorants sur le sujet. Et nous, on adore expliquer des trucs, on adore partager, et puis maintenant, c'est vraiment ce qui nous anime, quoi. C'est vulgariser, rendre accessible et que les gens... Pardon, c'est mon Apple Watch qui parle. Je disais, c'est un peu notre grosse motivation aujourd'hui, c'est de réussir à faire comprendre aux gens ce qui se passe vraiment sur le terrain et pour qu'ils prennent les bonnes décisions, quoi. Alors ça tombe bien parce que moi j'adore apprendre, de nouvelles choses, parce que, bah, je ne sais rien et je suis extrêmement curieux et toutes les personnes qui écoutent Notre Talk, je pense aussi, veulent, en savoir plus, ben, pour déjà faire mieux pour elles-mêmes, mais pour également, faire mieux pour la nature parce que c'est principalement, des sportifs qui nous écoutent. Donc, quand on court dans la nature, même quand on fait un crossfit, quand on fait quoi que ce soit à l'extérieur, ben, on n'a pas envie que, le sol soit jonché de détritus ou, que la terre, ben, ce soit plus que de la flotte, donc, voilà. On va parler donc aujourd'hui, d'agriculture, donc, du champ et peut-être un peu plus, jusqu'à l'assiette. Mais aujourd'hui, l'agriculture, ça fait beaucoup de débats, on en entend pas mal parler. C'est quoi le danger, précisément? Le danger de l'agriculture, c'est de se faire rouler dessus par un tracteur, mais je pense pas que ce soit ça dont tu as envie de parler. Pour info, nous aussi, on est crossfitters, donc on se sent liés comme ça avec les nuts par des passions communes, l'alimentation, l'agriculture, la nature, le sport. Bah, moi, je reformulerais un peu, est-ce que l'agriculture française, elle est en danger quelque part? Je pense que c'est par là que tu veux aller. Et je dirais qu'il y a différents facteurs aujourd'hui qui sont importants à prendre en compte. Bah, évidemment, il y a en premier, et c'est celui dont on entend le plus parler, c'est le dérèglement climatique. Donc ça veut dire des saisons qui sont pas régulières, des précipitations qui sont pas aussi prévisibles qu'auparavant, des grandes périodes de sécheresse et parfois des périodes avec beaucoup trop d'humidité, des inondations. Et il y a d'autres sujets comme le foncier agricole. C'est de plus en plus dur pour les petits agriculteurs, enfin en tout cas les jeunes qui veulent se lancer, les jeunes agriculteurs qui veulent se lancer, ça devient de plus en plus dur de trouver où s'installer, d'avoir des terres, d'avoir des fermes, d'avoir des choses comme ça. Et ensuite, bah, il y a toutes les menaces qui peuvent peser sur l'agriculture en France et dans le monde en général. C'est le marché qui est globalisé. Donc c'est des petits agriculteurs qui veulent bien faire, mais qui peuvent parfois être à la merci des marchés financiers, des fluctuations du prix de leur production, de la concurrence internationale. Donc, bon, ça fait déjà trois grosses menaces entre guillemets sur l'agriculture. Et bah, ensuite, il y a euh, quelque chose qui concerne, je pense, directement, je sais pas comment on appelle ça, ceux qui écoutent les nuts, les nustados, les... Ah, faudrait qu'on leur retrouve un nom, effectivement, ouais. Ouais, on va dire les aficionados des nuts. Un exemple qui peut peut-être justement plus leur parler, c'est l'évolution des habitudes de consommation. Nous, par exemple, dans l'Hérault, on a une immense majorité des terres agricoles qui est occupée par la vigne. Et aujourd'hui, bah, le vin, c'est peut-être pas ce qui est le plus facile à vendre, et c'est peut-être pas le produit qui est le plus consommé, et c'est peut-être pas le produit le plus essentiel à produire, en tout cas dans notre région, par exemple. Voilà. Alors tu as dit, c'est difficile de s'installer. Pourquoi c'est difficile de s'installer aujourd'hui, pour ouvrir une agriculture? Est-ce que c'est le manque de terre? Est-ce que c'est, au contraire, d'autres choses? Il y a plusieurs défis quand on veut se lancer comme agriculteur. Déjà, il faut avoir un certain nombre de connaissances du milieu, de comment pousse une plante, de comment gérer des rotations de culture. Enfin, l'agriculture, c'est hyper technique en fait. La plupart du temps, quand on imagine un agriculteur ou un paysan, on visualise un éleveur avec ses vaches dans une étable, des vaches laitières qui va traire. Mais être agriculteur, c'est aussi être cultivateur de différentes sortes, de différentes variétés, de différentes espèces végétales. Donc ça peut être des protéines végétales, ça peut être donc c'est ce qu'on appelle des légumineuses, des oléagineuses, celles qui permettent de donner de l'huile. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de variétés. Donc déjà, la complexité technique d'être agriculteur, ça peut être effrayant et ça peut faire en sorte que des gens qui décident de se lancer comme agriculteurs eh ben, peuvent être perdus
et finalement lâcher ce métier. Donc le premier défi, c'est la technicité. Et ensuite, évidemment, il y a le foncier agricole. Avant même de se lancer, il faut trouver les terres cultivables dans les bonnes dimensions en fonction de ce qu'on veut cultiver. Parce que si on veut faire du maraîchage, par exemple, donc le maraîchage, c'est produire nos fruits et légumes. Et Les légumes surtout. ouais, surtout c'est les légumes. Après, c'est l'arboriculture pour les fruits sur arbres, quoi. Il faut des dimensions d'exploitation agricole. Donc je reviens sur le maraîchage, hein. Entre 1 hectare et 3 hectares, c'est suffisant pour faire pousser des légumes au sol, sous serre par exemple, ou pas. Mais si on veut faire par exemple du blé, donc ce qu'on appelle des grandes cultures, du blé, des céréales, des oléagineuses comme du tournesol ou autre, et c'est pas du tout la même dimension. Donc il faut trouver ce foncier agricole et c'est pas simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre défi? Ce foncier, donc il y a réussir à trouver la surface. Et on est dans un monde fini et donc on est en concurrence, hein. Il y a les terres agricoles qui sont en concurrence avec l'étalement urbain parce que c'est beaucoup plus rentable pour quelqu'un de vendre son terrain pour faire des immeubles ou un lotissement que pour y mettre un champ de blé ou y mettre des animaux. Donc il y a une grosse concurrence comme ça et des terres agricoles qui sont transformées en terrain à bâtir. Donc ça donc plus on avance dans le temps, moins il y a de terres agricoles disponibles. Et il y a une autre dimension aussi, c'est donc il y a la spéculation foncière, donc les terrains agricoles qui deviennent de plus en plus chers parce que les villes s'étalent de plus en plus. Il y a une désirabilité des terrains, donc les terrains deviennent trop chers pour les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Et enfin, tu vois, c'est à chaque fois que tu vas nous poser une question, ça va être complexe comme ça, et on va avoir plein de choses à dire. Mais et enfin, on a eu une tendance depuis la révolution agricole, depuis les années 50, à vouloir toujours grossir, devenir investir de plus en plus dans du gros matériel, dans des gros bâtiments, des espaces de stockage, des grosses étables, bergeries, etc. Ce qui fait que en fait, les agriculteurs se sont énormément endettés. Mais au moment où ils vont céder leur exploitation, ils auront vécu pauvrement toute leur vie pour payer leurs infrastructures. Et au moment de la retraite, ils devraient être riches. Mais le problème, c'est que personne n'a les capacités d'acheter, de reprendre ces exploitations parce qu'elles sont beaucoup trop chères pour les petits, pour ceux qui veulent se lancer. Et finalement, c'est les gros agriculteurs qui rachètent d'autres exploitations et qui deviennent de plus en plus grosses plutôt que plein de petits qui peuvent s'installer. Voilà, la grande question du foncier. On pourrait faire un épisode entier juste sur la question. Ouais, je vois, en tout cas, c'est très clair. Tu as parlé également du changement climatique. Du coup, avec la crise effectivement qui est grandissante, les menaces aujourd'hui, on les connaît, vagues de chaleur, diminution des rendements, pénurie d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'un agriculteur doit faire face au jour le jour maintenant euh, face à son agriculture? Tu veux en parler? Vas-y, Ouais. j'ai des idées, mais je pourrais compléter. La crise climatique, alors les préoccupations de l'agriculteur, elles n'ont pas changé. Il a besoin d'eau, il a besoin d'une terre fertile, il a besoin d'apporter à manger à son sol, à manger à sa culture, et il a besoin d'un débouché pour ses productions. Donc ces problématiques, elles restent les mêmes. Avec le changement climatique, il y a juste un peu une redistribution des cartes. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une plus forte variabilité des précipitations. On a plus de mal à les prédire. On a des grandes périodes de sécheresse et on a des périodes où on a des inondations. Donc ça, c'est bon. Ni l'un ni l'autre n'est bon pour la culture. Donc ça va concerner à la fois ceux qui produisent du blé pour faire du pain, par exemple, mais ça concerne aussi ceux qui vont faire de l'élevage. On se dit, les vaches, elles vont être mouillées. Sauf que les vaches, pour les nourrir, il faut qu'il y ait de l'herbe. Et s'il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe, on n'a pas de quoi nourrir les vaches non plus. Donc voilà, il y a cette variabilité de précipitation, et la variabilité de température aussi. S'il fait de plus en plus chaud, on a de plus en plus de mal à produire. En tout cas, il faut s'adapter, hein. Il y a les saisons aussi qui sont moins prédictibles. Donc du coup, c'est plus difficile. Et pour tout ça, le message, c'est qu'on est obligé de s'adapter. De toute façon, l'agriculteur, depuis des millénaires, c'est ce qu'il fait. Il est en constante observation et adaptation au climat, aux saisons, au marché. C'est juste que là, ça change tellement rapidement que l'agriculteur n'a peut-être plus le temps de s'adapter Voilà, c'est ça. rapidement. Ouais, c'est ça. C'est une accélération du changement. Il faut s'adapter très très vite.
Et ça fait partie du métier d'agriculteur. Et puis, on est peut-être obligé de changer, si tu veux, un peu des pistes de solutions qui existent pour cette adaptation. On change un petit peu de logique, de paradigme. Pendant longtemps, on a voulu être le plus productif possible, le plus productif en quantité, à l'hectare, etc. Donc, on a un petit peu euh, épuisé nos sols. En fait, c'était la fête, quoi. Pendant 50 ans, ça a été la fête. On a produit à fond. Et maintenant, il faut essayer de trouver d'autres stratégies. Par exemple, utiliser des variétés anciennes ou plus adaptées euh, aux variations. Donc, aujourd'hui, les variétés très très sélectionnées, très productives, sur une année où tout va bien, elle va être ultra productive. Tu vois, on va dire qu'elle va faire, je te donne des chiffres un peu au hasard, mais on va dire qu'elle va faire 90 quintaux de blé à l'hectare, alors qu'un blé ancien, il va être plus variable, etc. Et il va faire que 50 quintaux à l'hectare. Sauf que ce blé ancien, il va faire 50 quintaux à l'hectare tous les ans, qu'il y ait une sécheresse, qu'il y ait des inondations, qu'il ait fait froid, qu'il ait fait chaud. Comme il y a beaucoup de variabilité au sein de cette variété, en moyenne, elle est capable de s'adapter. Alors que le blé très productif, une année où tout est parfait, il va faire 90 quintaux à l'hectare, et une année où ça va mal, il va en faire que 20. Donc ça peut être aussi des pistes d'adaptation, c'est changer de logique, et moins chercher la productivité au maximum, mais plutôt la résilience et aussi de la rentabilité sur ces cultures. Et je vais compléter du coup concernant par exemple les variétés anciennes qu'a mentionné Alexandre. Elles vont être, pour certaines, sélectionnées spécifiquement pour leur adaptabilité aux variations climatiques, mais aussi elles vont être sélectionnées pour être plus résistantes à certaines infestations de parasites des cultures qui, dans des cas d'agriculture conventionnelle, imaginons, on a un blé très standardisé qui se fait envahir par une maladie. Et là, du coup, le traitement curatif, ça va être dépendre des engrais chimiques, donc des pesticides, pardon, pas des engrais, des pesticides chimiques. Et ce qu'on veut pour développer une agriculture qui est plus résiliente, c'est d'avoir des variétés de blé qui seront résistantes aux différentes maladies pour éviter d'avoir à utiliser des pesticides. Donc c'est aussi ça, un des défis en agriculture, pour toujours apporter une nourriture plus saine, mieux produite et qui sera faite en adaptation avec les variabilités du climat et les parasites des cultures pour réduire la consommation de pesticides. C'est ça, c'est étudier quels sont les différents points d'entrée euh, pour avoir des espèces qui sont plus adaptées. Voilà, c'est ça tout simplement. Et du coup, pour avoir des espèces plus adaptées, là, on pourrait se dire, dans ces cas-là, les OGM, c'est super, ou alors, les NBT, c'est super, parce que du coup, on peut avoir des variétés, hyper résistantes. On peut, peut-être balancer un petit peu de pesticides, voilà, pour, tuer ce qu'il y a autour, mais la plante, elle va grandir sans problème. C'est super du coup. Ça, c'est un vaste sujet, hein, le sujet des OGM, et surtout, il y a peu d'études qui sont capables de démontrer la nocivité des OGM, surtout pour l'alimentation humaine ou les choses comme ça. Mais c'est plus une question philosophique, en fait. C'est soit on fait du curatif, soit on fait de la prévention, et puis on travaille avec l'équilibre, avec la nature. Et dans cet exemple, l'été dernier, on a travaillé pour INRAE. On a fait une série documentaire avec le journaliste Pierre Girard sur la question de la recherche, enfin c'était sur l'Alliance européenne d'agriculture sans pesticides. Et on a fait toute une série de vidéos en France, Belgique, Hongrie et Roumanie. Et on a rencontré comme ça des gens, un chercheur qui lui était convaincu que la solution pour arrêter les pesticides, c'était les plantes transgéniques. Mais ça veut dire qu'elle était capable de résister aussi à la sécheresse, etc. Donc, mais ça voulait dire que, un peu comme un modèle de machine, la plante appartient au laboratoire qui l'a créée, et tous les ans, l'agriculteur doit racheter ses graines, et du coup, il est 100% dépendant de la nouvelle innovation génétique du laboratoire. Donc ça, c'est une piste. Nous, ça ne nous plaît pas tellement, parce que c'est une solution un petit peu simpliste, en fait, de l'agriculture, en tout cas de l'adaptation. Et nous, ce qui nous plaît, tu as compris, hein, on a vu un autre centre de recherche donc en Hongrie pendant les moissons, et eux, ils avaient toute
toute une parcelle avec une trentaine de différentes variétés de blé. Et donc, ils essayaient de tester quelle était la variété. Donc, il y avait des variétés très anciennes, des variétés plus récentes, des variétés croisées, etc. Et ils étaient en train de tester sur le terrain quelles étaient les variétés qui étaient les plus adaptées au climat et au terroir de la région. Et ça nous parle beaucoup plus, tu vois. C'est pas une solution universelle, une pilule magique qui peut solutionner tous les problèmes de l'agriculteur. Et il a juste à aller avoir une prescription du laboratoire qui lui donne la bonne graine. Et c'est parti, c'est plutôt une adaptation, comme on a toujours fait en fait en agriculture, des variétés cultivées, des types de... oh, ça marche aussi avec l'élevage, des animaux qu'on élève aussi, adaptés au terroir et qui ont des particularités qui sont spécifiques au territoire, au climat où ils sont. Ouais, en fait, c'est exactement le même message qu'on retrouve chez vous, chez les Nuts. Quand on voit quelqu'un qui voudrait prendre des compléments alimentaires qui vont lui faire prendre vachement de muscles d'un coup, bah non, ça marche pas en fait. Ce qu'il faut, c'est tout changer dans son alimentation, c'est faire des efforts de sport, tout doit être modifié et c'est pareil pour l'agriculture en fait. L'agriculteur, c'est un entrepreneur qui gère plein d'aspects de culture, de climat, d'eau, de rentabilité économique, de débouchés, de transformation, de comptabilité. Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là qui jouent de concert. Et si on change juste un aspect, donc là par exemple tu citais les OGM, c'est la variété, donc c'est le choix de départ. Ça va pas forcément résoudre les autres choses. Ce sera peut-être moins adapté aux variabilités qu'on ne connaît pas encore à l'avenir. Enfin voilà, c'était pour faire le parallèle avec un sportif, c'est la même chose. Ouais. Et C'est puis, du vivant, quoi. et puis souvent, la nature, elle est plus rapide que nous pour s'adapter. Et tu sais, l'un des exemples qu'on pouvait voir quand on était au lycée en cours d'histoire géo ou des choses comme ça, ou de SVT, et on nous parlait souvent de variétés de maïs, par exemple OGM, qui étaient capables de résister à tel insecte ravageur qui venait l'attaquer. Et en fait, le problème, c'est que ces insectes, ils ont une reproduction tellement rapide qu'ils sont capables de s'adapter. Et puis peut-être 3 ans après, ben, il y a une nouvelle population qui, elle, résiste aux gènes, à la plante OGM. Donc il faut une nouvelle innovation OGM. Enfin, tu vois, c'est un peu Après, un... c'est oui, et puis c'est bien de faire des plantes, qui résistent, mais ça résout pas non plus la problématique, des sols. Parce qu'au final, aujourd'hui, il faut réussir à nourrir tout le monde, donc on fait des monocultures et on appauvre enfin les sols s'appauvrissent et du coup, même si on fait, des, OGM qui résistent mieux, bah, ça résout pas tous les problèmes non plus. Ouais. euh, quand, Vas-y, non, vas-y. quand tu parles d'agriculture durable ou d'agroécologie en général, tu parles toujours d'équilibre en fait. Donc tu as un équilibre avec ton sol. Donc le sol doit te donner pour produire la culture, mais tu dois lui donner à manger. Tu as l'équilibre avec l'eau aussi. Tu peux pas te permettre d'irriguer à outrance. Donc il faut que tu trouves des stratégies pour retenir l'eau de la pluie, pour avoir des variétés qui consomment moins. Tu as aussi besoin d'avoir un équilibre avec la nature autour de toi, donc d'avoir des haies, d'avoir des refuges pour les animaux. Donc ces animaux qui vont être ce qu'on appelle des auxiliaires de culture, donc les oiseaux, les papillons, les abeilles, les guêpes qui vont venir soit manger les petites bêtes qui veulent, elles, attaquer ta culture, qu'on appelle les ravageurs, les abeilles qui vont polliniser, les sauterelles, les criquets, etc. Donc tu dois toujours penser à un équilibre global. Et en fait, c'est pour ça que c'est compliqué de communiquer ou de parler d'agriculture. C'est qu'il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de réponse simpliste, c'est toujours une complexité. Donc et c'est aussi pour ça que agriculture, nature ou agronomie et écologie, en fait, c'est complètement imbriqué. C'est des équilibres qui sont très subtils et qui sont très sensibles. Et bah, il faut être très observateur et beaucoup s'adapter pour réussir à ce que ça fonctionne, quoi. Tu as parlé d'agroécologie. Est-ce que ça pourrait être la solution, qui, pourrait nourrir tout le monde correctement en respectant aussi bien, le vivant que, la santé humaine? Bah, une partie de la réponse de cette question, c'est que ça vient de la définition tout simplement de ce mot de agroécologie. Donc, c'est la contraction de agriculture et d'écologie, d'environnement, de nature. En fait, l'agriculture, elle est indissociable de la nature. Et inversement, la nature est indissociable de l'agriculture. C'est-à-dire que, comme expliquait Alexandre tout à l'heure,
On ne peut pas cultiver des plantes complètement déconnectées de la nature. Je ne vais pas dire hors sol parce qu'il y a des modèles hors sol qui peuvent être vertueux pour l'environnement dans certains cas, mais donc déconnectés, on va imaginer une serre complètement coupée du monde extérieur, sans aucune entrée nous, on a visité des serres comme ça, où il faut mettre absolument une blouse blanche, des chaussures avec une charlotte là sur les pieds. Ouais. Et donc ces modèles-là, en fait, ils peuvent pas fonctionner tout seuls sans avoir l'apport d'engrais. Donc, l'engrais qui est un nutriment et qui peut être d'origine végétale ou minérale ou organique, qui vient du coup de l'extérieur. Il faut polliniser les fleurs. Donc pour ça, ils vont aller rajouter des insectes auxiliaires. Il faut lutter contre l'éventuel parasite parce que si c'est une ferme qui est en monoculture, qu'il y a une invasion d'un certain parasite qui va diminuer les rendements, et ben, ils vont être obligés de rajouter soit des pesticides, soit d'autres insectes auxiliaires qui vont permettre de lutter contre ça. Enfin bref, l'idée c'est de dire que l'agriculture dépend de la nature. Et la nature dépend de l'agriculture, parce que en fait, on s'en doute pas forcément, mais la prairie qu'on voit naturelle, les forêts, etc., on a coévolué ensemble depuis longtemps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de. Enfin, faut arrêter d'imaginer la nature sauvage, vierge et intouchée. En fait, la nature, elle dépend aussi de l'action humaine, et notamment du pâturage des animaux, puisque avant, en Europe, on avait des grands herbivores comme le bison d'Europe, je dis pas de bêtises, l'élan aussi, Ouais. voilà, qui parcouraient nos forêts, qui parcouraient nos prairies et qui faisaient une pression de pâturage, qui faisaient leur crotte de la forêt et qui nourrissaient tout un écosystème qui dépendait de ces animaux-là. Aujourd'hui, nous, on occupe leur place, les êtres humains, et on a remplacé ces grands herbivores par nos petits herbivores à nous. Enfin, c'est pas des petits herbivores, c'est aussi considéré comme des grands herbivores, mais par exemple les vaches, les brebis, les chèvres, etc., qui parcourent à la place de ces grands herbivores les espaces naturels, entre guillemets. Et donc, c'est aussi, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de l'agroécologie, en quelque sorte. Enfin, c'est nos éleveurs qui envoient leurs animaux en estive. Les animaux, ils vont brouter, ils vont empêcher que les jeunes pousses d'arbres, qu'elles se développent trop. Parce que, en fait, si on laisse les arbres trop se développer, en fait, ça ferme le milieu. Il y a trop d'arbres qui vont se développer sur une même parcelle et ça va complètement étouffer ce qu'il y a en dessous. Or, si tout est étouffé en dessous, évidemment, on sait que les végétaux ont besoin de lumière pour grandir et de plein d'autres choses, hein, ça diminue la biodiversité sous la couche des arbres. Donc, en fait, ça a été prouvé par plein d'études scientifiques, par des chercheurs, que les biodiversités... pardon, blablabla, je refais. Les prairies sont beaucoup plus biodiverses que les forêts. Donc, il faut, pour avoir une meilleure nature, plus équilibrée, avoir des milieux ouverts. Et pour ça, il faut des herbivores et il faut de l'élevage extensif, fait comme il faut. Donc voilà, je me souviens même plus quelle était la Ouais. question de départ, mais C'est pas grave, mais du coup, là, tu parlais du coup des animaux dans les prairies, tout ça. Ça veut dire que, parce que on entend qu'il faut manger moins de viande. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement la supprimer, mais si on la supprimait totalement et que du coup on arrêtait l'élevage parce que les animaux on leur fait du mal et qu'il vaut mieux manger végétal, ça poserait problème. Bah, déjà, pour remettre dans le contexte, dans le paysage actuel, en 2020, d'après France Agrimaire, qui est un organisme de l'État, il y avait à peu près 2,2% de végétariens en France. Donc a priori, aujourd'hui, c'est autour de 3%. Donc c'est encore une toute petite partie de la population. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question de manger moins de viande. Ouais, bah, pour les aficionados nuts, c'est peut-être plus pour une question de santé que d'éthique ou une question environnementale. Mais on peut imaginer un monde sans élevage. Pourquoi pas? Mais donc, moi, je vais essayer de vous raconter ce que ça pourrait donner, comme ça, avec nos connaissances, un monde sans élevage. Donc déjà, comme le disait Charlotte, s'il n'y a plus de grands herbivores d'élevage, donc on parle des vaches, des brebis, des chèvres, des chevaux, quoi d'autre? Éventuellement des... cochon.
Voilà, des cochons, des choses comme ça. Si on n'a plus ces grands animaux d'élevage, tous les milieux ouverts vont se refermer, ce qu'expliquait Charlotte tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on a une uniformisation de nos paysages. Et pour avoir de la vie, il faut de la diversité. Si on a un seul type de paysage, c'est encore une fois ce que disait Charlotte tout à l'heure, de la forêt qui n'est pas de la forêt équilibrée aujourd'hui, qu'on laisse en développement, s'il n'y a pas la présence d'herbivores, ça va être une forêt avec très peu d'espèces, très peu de diversité. Donc peu d'espèces végétales, ça veut dire peu d'espèces d'insectes, donc peu d'espèces d'oiseaux, peu d'espèces de reptiles, etc. Donc plus d'élevage, ça veut dire plus d'entretien des espaces ouverts, que ce soit à la montagne, dans les À prairies, moins etc. qu'on y aille avec des tronçonneuses et des Ouais. gros tracteurs, mais à mon avis, c'est pas souhaitable d'avoir des tronçonneuses dans la nature. Ouais. C'est pas non plus ce qu'on veut. Voilà. Donc on peut faire un entretien mécanique, mais bon, très coûteux, très polluant, etc. Donc fermeture de ces espaces ouverts et appauvrissement de la diversité. Ensuite, il y a donc beaucoup moins de diversité. C'est un exemple qu'on donne beaucoup, on a tourné un reportage là, sur notre chaîne YouTube qui se situe dans une réserve naturelle nationale, qui est une réserve Ramsar, donc le plus haut degré de protection au niveau européen des zones humides. Et ça s'appelle le Marais Vernier en Normandie. Et pour entretenir le marais, pour entretenir la richesse en espèces, hein, c'est dirigé pas par un éleveur mais par un écologue qui s'appelle Thierry Lecomte. Il élève sur place des vaches Highland, des chevaux Camargue, des moutons Shetland et même des buffles pour que chacun vienne exercer une pression de pâturage sur différentes strates de la végétation, qu'ils fassent leur bouse, qui vont nourrir les mouches, qui vont nourrir les chauves-souris, qui vont nourrir les oiseaux, etc. Donc ça, c'est la partie importante un des rôles importants de l'élevage sur nos paysages. Donc on peut imaginer que s'il n'y a plus l'élevage, on perd cette biodiversité. Voilà. Ensuite, cet entretien des paysages aussi, c'est d'un point de vue encore plus pratique, c'est entretenir les forêts, entretenir les sous-bois surtout, pour éviter les incendies. Donc encore une fois, si on imagine un monde sans l'homme, l'homme n'est pas arrivé, la nature n'a pas besoin de nous. Il y aurait des cerfs, des bisons, des élans, des tarpans, c'était des chevaux primitifs, des sangliers, etc. La nature, elle serait entretenue d'elle-même. Aujourd'hui, on a détruit ou artificialisé la plupart de ces milieux et puis on n'a plus ces grands herbivores sauvages. Donc ça veut dire des sous-bois qui sont riches en ronces, en buissons, etc. Donc qui propagent le feu. Donc ça c'était aussi, on a travaillé avec des éleveurs dans le Lot et ils sont rémunérés en partie par l'État pour venir pâturer sur des réserves naturelles, pour entretenir ces réserves et faire en sorte que les incendies ne puissent pas se propager dans ces zones-ci. Donc ça veut dire une énorme économie de CO2 dans les airs, des arbres sauvés, de la diversité, quoi. Donc c'est un autre point. Et enfin, si on arrête l'élevage aujourd'hui, c'est aussi une énorme disparition d'espèces animales qui ont été sélectionnées par l'homme, mais qui représentent une énorme diversité et qui font partie de la nature. On va le répéter souvent, c'est l'agriculture, ça fait partie de la nature. Il y a eu une coévolution depuis des millénaires. Donc les animaux d'élevage font partie de cette nature. Et si on arrête l'élevage, on perd énormément de diversité de races qui ont coévolué avec leur terroir. Et voilà. Donc nous, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est que arrêter net l'élevage, c'est pas une bonne idée. Par contre, diminuer l'élevage industriel, intensif, ça c'est l'élevage qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas profitable à la nature, qui n'est pas profitable à l'humain ni aux animaux. Donc en gros, c'est pas bon pour personne. Et ben celui-là, ce serait bien qu'il devienne plutôt de l'élevage extensif, avec plutôt des variétés animales, hein, des espèces animales qui vont permettre de produire de la qualité de viande, par exemple. On connaît le cochon Mangalitsa, qui est une variété ancienne de cochon laineux, une espèce, excusez-moi. On parle de végétaux depuis tout à l'heure, du coup je suis sur variété en boucle. Donc ouais, des espèces de cochons laineux qui eux ils vivent 24 mois, c'est ça, hein? Ouais, minimum. Minimum dans la nature, à fouiller le sol, à chercher leur nourriture, à avoir de l'espace pour gambader. Donc pour leur bien-être, évidemment, c'est mieux. Même si c'est très difficile de juger du bien-être des animaux d'élevage.
mais on peut se douter que comparé à des animaux qui sont en bâtiment toute l'année et qui ne voient pas la lumière du jour, c'est mieux pour leur bien-être. Donc il y a ça. Attends, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Que c'est pas souhaitable l'élevage industriel, c'est ça que je disais. Mais qu'un certain type d'élevage repensé, plus connecté à la nature, donc un élevage, on va dire, agroécologique, pour revenir sur ce terme qui est important, et ben on produira moins en quantité, on produira de la meilleure qualité, meilleure pour les animaux, meilleure pour le sol, pour la nature, pour l'éleveur aussi, qui sera... il aura moins de frais, il sera moins endetté, il aura moins d'animaux à s'occuper, il sera plus connecté à la nature et il ne sera pas hors sol. Et il arrivera peut-être à être plus rentable. C'est très important, ça, la rentabilité pour l'agriculteur. Et pour les humains, consommateurs de ces viandes-là, ce sera meilleur pour leur santé parce que ils en mangeront moins, mais ils mangeront de la meilleure qualité moins souvent. Donc ça, c'est nous ce qu'on essaye de prôner. Après, ce qui est important aussi, c'est de penser que les protéines animales, pour avoir de la protéine animale, c'est-à-dire pour manger de la viande, il faut que l'animal, quand il a grandi, donc je vais prendre l'exemple d'une vache, la vache, quand elle grandit, elle mange des végétaux, elle mange des protéines végétales. Donc nous, on peut aussi manger directement ces protéines végétales-là, qui sont assimilables aussi par l'homme. Donc, et qui normalement, en fait, là on est en train de faire un sujet justement sur comment atteindre une meilleure souveraineté alimentaire grâce aux protéines végétales. En fait, les animaux, on leur donne à manger des protéines végétales qui viennent la plupart du temps de l'étranger, qui traversent l'Atlantique, qui viennent d'Argentine, du Brésil, des USA. Donc on va chercher les protéines végétales qui viennent de l'autre côté du monde. On les donne à manger à nos animaux sur le territoire français. Et ensuite, nous, êtres humains, on va manger ces vaches-là qui ont mangé des trucs qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est pas très logique. Alors qu'on peut à la fois produire des protéines végétales en France, les donner à manger à nos animaux français, puis les manger. Et on peut directement manger ces protéines végétales là aussi. Tu vois, il y a un équilibre à trouver entre ces différentes sources d'alimentation. L'excès, c'est jamais bon. Donc manger que de la viande, c'est pas bon. Il faut trouver un bon équilibre entre tout Ouais, ça. c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, on a un épisode avec Bleu Blanqueur qui sortira soit avant, soit après celui-ci. Bon, ça, je n'avais pas encore l'ordre. Qui, eux, ont prouvé que quand les animaux mangent mieux, ils produisent, entre guillemets, une viande de meilleure qualité. Et du coup, pour nous, on est en meilleure santé également. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'aimerais revenir aussi un peu là sur les animaux d'élevage, parce que je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur, alors c'est en Chine, où ils ont créé des bâtiments de 26 étages, où il y a 650 000 cochons les uns sur les autres. Alors eux, ils disent, on n'a pas le choix, il faut nourrir tout le monde, et c'est la seule façon qu'on peut faire, parce que comme ça, on maîtrise la chose. Il y a des ventilations, enfin 650 000 cochons sur 26 étages. Ok. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la seule solution pour nourrir la population? Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Alors, je pense que vous n'avez pas la réponse, mais c'est quoi votre pensée là-dessus? Je pense que si il y avait un réel besoin de survie, de créer des bâtiments comme ça pour élever des cochons, ils élèveraient pas des cochons, ils élèveraient des escargots ou ils utiliseraient les terres pour parce que les escargots c'est la plus grande rentabilité en termes d'élevage de surface pour quantité de protéines, tu vois, et la qualité de protéines. Donc dans ce cas, ils élèveraient des escargots et puis ils cultiveraient aussi des légumineuses, donc des haricots, des pois chiches, des lentilles, qui sont hyper riches en protéines et qui peuvent complètement substituer à la viande. Je pense que c'est plus une question de statutaire, la question de la viande, là, de consommer de la viande tous les jours, etc. C'est plus aussi une question de tradition, de recettes en fait. C'est des questions de terroir aussi. Peut-être que beaucoup de leur cuisine est basée sur de la viande. Donc
je connais pas. Je pense que c'est une augmentation du niveau de vie global de la population chinoise et qui du coup veut manger plus de viande. Et pour répondre à cette demande du marché, qui est une demande du marché mais qui n'est pas une demande de survie ou une demande indispensable, ils y répondent de cette façon. Et c'est une réponse à court terme en tout cas. Voilà. Ouais, bah, en tout cas, imaginer tous ces animaux enfermés dans le bâtiment, là, moi, ça me met le frisson, là. Ouais, il y a aussi les employés, hein. J'ai lu que les employés ont interdiction de sortir et ils n'ont le droit de sortir que 6 jours par mois d'affilée, parce que c'est leur nombre de repos qu'ils ont le droit dans le mois. Et ils doivent passer par des phases de, hem, pas de déshydratation, mais de nettoyage, 2 fois. Enfin bref, Ouais. c'est un calvaire, quoi, c'est horrible. Ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser à une chose importante qu'il ne faut pas oublier quand on parle d'agriculture, c'est que l'agriculture, elle dépend des agriculteurs, des paysans, c'est des gens qui travaillent, c'est des humains qui donnent la sueur de leur front, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts souvent, qui cherchent quel est le modèle qui fonctionnera le mieux pour eux, qui se dépatouillent avec leurs moyens, avec les conditions qu'ils ont sur leur territoire, avec les débouchés qu'ils peuvent avoir, parce que imaginons un maraîcher, je vais te prendre cette comparaison, un maraîcher qui habite en périphérie parisienne et qui fait vraiment des produits hyper stylés, je sais pas, des mini courgettes, des mini carottes, du chou kale, et qui va vendre ça à des bobos parisiens. Et ben, ou à des restaurateurs étoilés ou des choses comme ça. Et ben, il va être super rentable, probablement, hein, c'est pas dit, hein, parce qu'il faut encore trouver la clientèle. Il va sûrement mieux s'en sortir qu'un agriculteur qui s'installe en zone rurale et qui n'a pas ces mêmes débouchés-là, qui va pouvoir moins bien vendre, alors que il a les mêmes, comment dire, imaginons même sur la même surface, hein, même surface de production, même produit, s'il ne trouve pas les débouchés, il n'est pas rentable. Donc, il ne faut pas oublier l'humain. Quand il y a des gens qui critiquent de façon hyper agressive l'agriculture, parce qu'ils utilisent des pesticides ou enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui ressortent récemment là, comme le glyphosate et tout. Ça, faut pas oublier les gens derrière. Faut pas être trop agressif. Faut essayer de comprendre et il faut essayer de s'intéresser vraiment à la question et savoir pourquoi ils sont obligés d'utiliser des pesticides. Qu'est-ce qui va pas dans le modèle? Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire nous en fait. On se pose plein de questions sur l'agriculture, sur nos paysans. Notre constat à nous, c'était que en l'espace de 50 ans, l'agriculteur, il est passé de celui qui nourrit la société, en quelque sorte le sauveur, hein, qui, après-guerre, réussit à nourrir l'humanité, à celui qui pollue l'environnement. Aujourd'hui, on pointe du doigt l'agriculteur, euh, alors que, en fait, c'est un métier magnifique. C'est les gens qui nous nourrissent, on a besoin d'eux, et il faut les encourager, quoi. Donc, voilà, c'est un peu le message que j'aimerais faire passer Ouais. aussi. Pour revenir au sujet de l'élevage industriel, de l'histoire du bâtiment, de l'immeuble à cochons en Chine, en fait, l'agriculture industrielle, l'élevage industriel, dans ce cas-là, c'est bon pour personne, en fait. C'est bon ni pour le consommateur, ni pour l'environnement, ni pour l'éleveur. En fait, c'est des gens qui souvent ont été un peu pris au piège, à qui on a menti et on leur a promis une nouvelle agriculture et on leur a fait investir, emprunter énormément pour investir dans des gros bâtiments, produire toujours plus. Et personne n'est gagnant dans cette histoire. C'est pas rentable. Les élevages industriels de porc en Bretagne, ils vivent beaucoup sur les subventions européennes. Il y a quelques années, il y avait le ministre de l'Agriculture qui disait qu'il faut augmenter les subventions pour sauver la filière porcine bretonne. Tu sais, il y a aussi qu'il y a plus de porcs en Bretagne que de Bretons. Voilà, des choses comme ça. Prime à l'hectare. Voilà. Il y a ouais, des primes à hectare, des choses comme ça. Et l'agriculteur, il n'est pas fier de son travail. Il fait un produit de mauvaise qualité. En plus, il produit énormément, quoi. Et il pollue énormément. Et en plus, Ouais. il est pointé du doigt, du coup, parce Ouais. qu'il pollue, parce qu'il épand Ouais. des choses qui ne sont pas bonnes. Ouais. Et voilà. Et c'est pas le cochon le problème, puisque comme disait tout à l'heure Charlotte avec le Mangalitsa, là, le cochon laineux hongrois, il y a des possibilités de faire bien. Et justement, dans 2 semaines, on va tourner avec la filière porc noir de Bigorre. Donc c'est du cochon encore, mais sauf il passe 100% de sa vie à l'extérieur. Il est élevé minimum 14 mois avant d'être abattu. Et ils font une viande d'excellente qualité. Ils font moins de 20 cochons par hectare. Donc, je sais pas si tu imagines.
En agriculture industrielle, en Bretagne, c'est un cochon par mètre carré et qui vivent 6 mois maximum avant d'être abattus et qui voient quasiment jamais la lumière du jour. Là, on a des cochons qui sont en extérieur toute l'année, qui fouillent le sol, qui trouvent une partie de leur alimentation tout seuls et qui ont 1 hectare pour 20 cochons et voilà, qui vivent 14 mois. Donc il y a des possibilités, et ça c'est grâce aux débouchés, c'est parce qu'ils ont structuré la filière, ils travaillent en collectif, voilà, et donc de cette façon ils arrivent à s'en sortir en respectant les animaux, en aimant leur travail et en faisant du bien à l'environnement. Je suis désolé de faire une réponse encore à rallonge, mais il y a un autre point qui était à développer sur qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'élevage. Bon, si on enlève l'élevage industriel, c'est très positif pour l'environnement, mais si on enlève l'élevage extensif, le fait que les animaux soient là pour brouter l'herbe en permanence, en fait, à chaque fois, ils vont stimuler la pousse. Et plus on fait pousser d'herbe, plus on fait pousser de prairies, plus on capte de carbone de l'air, et plus on va stocker du carbone. Donc en fait, finalement, le bilan de ce type d'élevage, il est positif, quoi. On va capter du carbone en plus de produire de la nourriture. Oui. Voilà. On parle beaucoup de bilan carbone en ce moment, donc c'est vraiment une thématique récurrente, une question qu'on pose souvent. En général, quand on parle de réchauffement climatique, le mot qu'il y a dessous, c'est bilan carbone. Donc c'est bien, mais il faut aller plus loin que juste ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire, le bilan carbone d'une ferme? Il y a plein d'éléments. Et le stockage du carbone de l'air dans le sol, ça en fait partie. Donc, et ça, c'est grâce à l'élevage, aux prairies. Il faudrait interviewer Jean-Marc Jancovici et lui dire il faut qu'on adapte un peu le modèle du bilan carbone pour que ça prenne en compte toutes ces externalités positives tous les de services l'élevage extensif. Les services écosystémiques rendus par l'élevage extensif. On a fait le tour, je pense, pour l'élevage. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'agriculture. Comment on peut faire dans les mêmes explications pour avoir une agriculture plus régénérative? Vous avez déjà dit de faire une sélection Travailler avec des... les variétés adaptées au terrain. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, travailler le sol ou d'autres choses? Ouais, c'est marrant parce que on parle souvent d'agroécologie, c'est devenu le grand terme. Même le gouvernement maintenant parle de transition agroécologique. Donc, bon, c'est un terme Charlotte l'a dit tout à l'heure, c'est agriculture et écologie mis ensemble. C'est essayer de travailler avec la nature, en collaboration avec la nature, en favorisant la biodiversité, etc. Et tu as dit essayer d'avoir une agriculture régénérative. Et ça, c'est encore un autre mot de jargon. Donc en fait, c'est vrai que dans notre milieu, on adore ça. On adore mettre du jargon partout. Il y a il y a la biodynamie, l'agriculture biologique, agriculture de régénération, agroécologie. Et par exemple, l'agriculture de régénération, ça va encore plus loin. Il y a des labels comme moi je connais Regenerative Organic Certified, ou il y a aussi Greener World, un monde plus vert. Et ça, c'est des labels qui, ils mesurent pas la quantité de pesticides que tu vas mettre, etc. Ils vont plutôt, ou ils n'ont pas des cahiers des charges semblables à l'agriculture biologique, mais ils mesurent que entre le moment où tu as commencé à cultiver une terre et d'année en année, tu dois faire en sorte que l'environnement, le sol, tout s'améliore en fait. Ça, c'est l'objectif de ce type d'agriculture. Ça s'appelle l'agriculture de régénération. Et sinon, tout à l'heure, on a parlé pour ce que pouvaient faire les agriculteurs pour être plus résilients tout en utilisant moins de pesticides, en économisant l'eau, etc. Il y a des grands principes de l'agroécologie. Donc là, on ne parle plus d'élevage, c'est de garder le sol couvert. Alors, on a eu une grande révolution qui a été le labour. Aujourd'hui, c'est plus trop à la mode de labourer. Parce que on va plutôt essayer de labourer le moins possible et rester superficiel, et de façon à préserver l'équilibre, la vie du sol. Et on va faire en sorte que le sol soit toujours couvert, de façon à ce qu'il y ait des racines, qu'il y ait de la vie qui se passe, protéger le sol aussi du ruissellement pour éviter que s'il y a beaucoup de pluie, le sol s'échappe. Donc on va essayer de préserver ce sol qui est plus un support, mais qui est un partenaire en fait de l'agriculteur. Donc un minimum de labour et toujours couvrir le sol. Il y a aussi pas de pesticides évidemment.
Il y a nourrir la faune sauvage, donc avoir des haies, avoir des bandes fleuries, euh, proscrire complètement les pesticides. Ça permet du coup d'avoir des oiseaux, des insectes, comme je disais tout à l'heure, des auxiliaires de culture. Et donc ça crée un équilibre. Il y a aussi la possibilité de faire des associations de culture aussi. Voilà. Donc il y a énormément de solutions, hein. C'est jamais, comme je disais, comme on dit souvent, c'est jamais des solutions simplistes. Il faut voir à l'échelle du système. Ça, c'est un grand truc d'ingénieur, hein. C'est de dire, faut regarder à l'échelle systémique. Donc il faut voir comment tout fonctionne, le système, l'écosystème. Nous, on parle souvent d'agro-écosystème de la ferme, mais aussi en plus, on peut voir à l'échelle du territoire, etc. Et donc les associations de culture, par exemple, c'est cultiver une lentille, donc qui est une légumineuse, la lentille qu'on mange dans la saucisse lentille, et de la caméline, par exemple, qui est une plante très ancienne et qui redevient un petit peu à la mode, qui permet de faire de l'huile, une huile hyper riche en oméga 3, etc. Et ben, de faire cette association de culture, ça permet d'avoir la lentille qui va pouvoir pousser plus facilement parce qu'elle va s'accrocher à la tige de la caméline. Donc elle va pousser plus droit, donc elle va être plus facile à cultiver. Et comme on a deux cultures différentes sur la même parcelle, il y a plus de diversité. Donc les insectes, ils sont moins spécialisés pour les attaquer. Ils sont plus résilients au changement d'humidité, de température. Voilà. Donc Ouais. ça, c'est une de nos grandes phrases aussi, c'est de dire la diversité, c'est la vie. Voilà. Mais est-ce que du coup le rendement, il n'est pas, plus faible et dans ces cas-là, le prix du produit au final pour le consommateur est beaucoup plus élevé ou pas forcément? Je veux dire en association de culture? Oui. En fait, en association de culture, c'est juste qu'on sème les 2 variétés ensemble sur la même parcelle, donc sur le même carré, quoi. Et ils vont récolter ensemble et ils vont faire le tri des grains après. Mais la rentabilité, elle n'est pas affectée, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais Pas le rendement. ah oui, le rendement, pardon. Euh, Le rendement, il ouais. n'est pas affecté. Il n'est pas affecté, ou en tout cas, en fait, c'est un peu un vestige du passé. Aujourd'hui, on a été dans beaucoup de fermes en agriculture bio récemment. La ferme de Chassagne, par exemple, peut-être que ça va parler à des gens. C'est dans quelle région déjà? Charente. En Charente. Et chez eux, c'est justement chez eux qu'on a vu l'association Lentille-Caméline. Donc, c'est un peu un vestige du passé de parler toujours en rendement. Parce qu'en fait, ça, c'est une vision où l'agriculteur, c'est juste un producteur et puis c'est fini. Sauf qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur. Donc, il faut mieux parler en rentabilité. Donc, parce que si on a une énorme productivité, mais qu'on a eu beaucoup d'heures de tracteur, donc beaucoup d'essence consommée, beaucoup de pesticides qu'on a dû acheter, beaucoup d'engrais aussi, parce que quand on met de l'azote, par exemple, dans le sol, c'est de l'azote qui a été produit grâce à du gaz qui vient de Russie, qui a été importé, etc. Ça coûte très cher, surtout en ce moment, ça coûte très cher. Et donc, on parle beaucoup. Tandis que si on fait une culture qui a peut-être moitié de rendement, mais sur lesquels on a fait peu de tracteurs, on a mis peu d'intrants et peu d'engrais, on est beaucoup plus rentable. Encore plus après, si on va aller transformer le produit, on va encore ajouter de la valeur. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est voir la vision entrepreneuriale. Les agriculteurs c'est un autre truc qu'on dit souvent, c'est les agriculteurs sont des entrepreneurs du vivant. Et donc, il faut arrêter de penser toujours en rendement et plutôt en rentabilité. OK, pour l'agriculteur, c'est rentable, mais est-ce que du coup pour le consommateur, pour lui, c'est également, rentable? Eh ben, ça, c'est toute la question. On se fait un petit peu envahir dans l'espace de... Il y a notre chien qui est arrivé. Euh, euh, Est-ce que c'est rentable pour le consommateur, tu veux dire, en termes de prix payé au producteur? Oui, c'est ça parce que, moi j'en entends beaucoup, hein, qui disent: «Moi je veux bien me manger, mais ça coûte plus cher», donc est-ce que finalement ça coûte vraiment plus cher? Ou est-ce que, on se voile juste la face parce qu'on a la flemme de faire mieux ou de chercher peut-être pour faire mieux? Bah, ce qui est sûr, c'est que si tu cuisines, si tu prends des aliments qui sont bruts et que tu cuisines, je pense que c'est toujours moins cher que d'essayer d'utiliser des produits transformés. Tu peux voir la différence de prix entre des lentilles sèches et des lentilles en boîte. Je pense qu'elle est assez énorme. Et il y a aussi à quelle étape de la chaîne de valeur tu vas acheter tes produits.
Parce que si tu vas directement chez le producteur, tu fais l'effort de trouver un producteur, etc., qui lui fait de la vente directe. Donc je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est accessible à tous. Mais là, tu t'en sors toujours très bien, forcément, surtout en fonction des quantités que tu viens chercher. Et ça coûte. D'autant plus que c'est des produits secs qui se conservent beaucoup mieux que des produits transformés. Voilà. Et, Quand c'est, tu dis que c'est pas accessible, je pense qu'aujourd'hui, avec, internet et compagnie, on peut trouver facilement. On a fait un épisode avec la marque, Omi, qui ouais. font, des produits avec, ils promeuvent une agriculture régénérative, bah, leurs produits, on peut les trouver facilement sur internet, également dans certains magasins. Donc, aujourd'hui, avec un petit peu d'effort, je pense que c'est possible de trouver des bons produits, en respectant, aussi bien, l'agriculture, l'agriculteur et le consommateur. Ouais, bah, c'est aussi choisir quelle part de ton budget mensuel tu as envie de consacrer à ton alimentation. Ouais, puis c'est aussi une manière de respecter le travail des gens. Si tu achètes un truc pas cher, c'est forcément que derrière, je vais pas finir la phrase, mais je pense que si vous suivez les Ah, notes, vous moi connaissez je la peux le fin. dire, il y a dans tous les cas, si tu achètes un truc pas cher, il y a quelqu'un qui se fait baiser Voilà. et Ouais, ce sera pas, la marque en tout cas. ouais. Voilà, Ça donc c'est sûr. forcément, il faut quelque part, il faut faire le choix, parce que c'est ça en fait, hein, l'alimentation, l'agriculture, c'est vas-y, sors-nous la petite phrase philosophique. Ouais, tu sais, c'est Michel Serres qui est un philosophe là, qui est décédé récemment. Il disait manger, c'est un acte politique et sacré. Donc c'est un petit peu le grand Ouais. principe de consomme-acteur, on est ce qu'on mange, ou comme disent les nuts, c'est quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Donc il C'est ça. faut sélectionner ce qu'on a envie de consommer, quoi. Voilà. Puis après, Tout à fait. il faut savoir chercher aussi où trouver ces bons produits bien cultivés, ces bonnes viandes bien élevées, ces animaux bien élevés. Et pour ça, il faut être curieux, il faut chercher. Nous, on essaye à notre échelle humblement de découvrir un petit peu des fermes chouettes qui travaillent bien et qui cherchent à vendre leurs produits en circuit court la plupart du temps, mais il y en a aussi qui font des livraisons par Internet. Donc là, Euh, par exemple, Notre prochain documentaire qui sort sur la chaîne YouTube, ça a été tourné à la ferme de Fargue, justement. donc c'est une ferme qui fait des brebis Du Lot. Cos du Lot, ouais, merci, ou Cosnard du Lot, qui sont élevés, ce qu'on expliquait tout à l'heure, en élevage extensif, donc tout le temps à l'extérieur, dans la nature, dans des prairies hyper riches, toute l'année. Donc même l'hiver, elles sont pas dans les bâtiments d'élevage. Elles changent de parcelle tout le temps, elles mangent hyper bien. Ils font une pratique d'agriculture, d'élevage qui s'appelle du technopâturage sur des toutes petites parcelles. Enfin, on rentre pas dans les détails parce que sinon on en aurait pour des heures. Mais bref, c'est un super élevage qui travaille hyper bien. Moi, jusque-là, pour tout vous dire, je mangeais pas d'agneau parce que j'avais trop de peine pour les bébés animaux. Voilà, ça peut paraître bête, mais j'arrive pas à manger de l'agneau ou du veau. Donc, je me l'étais toujours refusé. Puis, j'ai découvert cette ferme qui élève ces animaux dans de super belles conditions. Et dans ces conditions-là, eh ben, je veux bien. Je veux bien parce que je sais que l'animal il a été bien traité. L'abattoir il est à 30 minutes. Donc franchement, c'est top. Et Ça vous s'appelle la pouvez- ferme de Fargue. Si jamais ça intéresse quelqu'un, c'est super ce qu'ils font. et du coup, eux, on disait c'est difficile parfois de trouver les producteurs, mais eux, par exemple, ils font de la vente sur Internet de colis et c'est livré chronofresh dans toute la France, par exemple. Voilà. Voilà. Après, il y a souvent des possibilités de trouver les producteurs locaux. Et la ferme de Fargue, c'est pas le local de tout le monde, mais bon, voilà, il y a plein de possibilités. J'allais poser la question, quelles sont les choses sur lesquelles, on peut, nous, en tant que consommateurs, agir ou comment on fait pour choisir, du coup, de bons produits? Je pense que vous avez donné pas mal, de pistes, surtout si on cherche une ferme, maintenant avec toutes les informations dans le podcast, on peut aller poser des questions directement au fermier pour savoir si il fait les choses correctement et si on peut, prendre, les produits, chez lui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées et que vous aimeriez, parler? Sur le sujet de comment on fait pour se, pour, Soit là-dessus, soit sur, l'agroécologie, l'agriculture ou l'élevage. il y a un point qu'on n'a pas tellement développé, enfin on l'a dit plusieurs fois,
la nature et l'agriculture, pour nous, c'est quasiment la même chose, quoi. En tout cas, c'est complètement imbriqué. Et les paysans, ils ont un rôle essentiel à jouer pour la biodiversité, pour la richesse de la biodiversité. Donc, on l'a dit beaucoup sur les prairies, c'est notre grand truc, en fait, de parler de l'élevage et de dire les prairies, c'est important. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des traditions agricoles qui sont un petit peu en perdition, mais on en parle de plus en plus aujourd'hui, qui visent par exemple à faire des haies bocagères, à préserver aussi des îlots de bocage, donc ça veut dire des arbres, des arbustes sauvages, des haies riches qui viennent encadrer les prairies ou les cultures. Bon, en plus des avantages pour l'agriculteur en termes de rétention d'eau, maintien du sol, ça fait de l'ombre, ça maintient un microclimat plus humide, etc. C'est des zones refuges pour la biodiversité. Il y a aussi ce qu'on appelle, donc nous on a fait un épisode de podcast consacré à ça, ça s'appelle les trognes. Et c'est des arbres dont on vient couper toutes les branches régulièrement et qui font des cavités. Et du coup, ça permet d'offrir tout un tas d'abris et de zones de reproduction pour énormément d'insectes et d'oiseaux. Et donc ça, c'est des arbres les arbres à cavité, normalement, ça met des siècles à se développer. Et grâce à la main de l'homme qui faisait ça à la base pour produire du bois sans tuer les arbres, on a des arbres à cavité qui viennent accueillir la biodiversité et qui sont essentiels. Il y a les mares aussi, les mares qui à la base étaient faites pour avoir des abreuvoirs pour le bétail. C'est des zones refuges essentielles pour les amphibiens, pour énormément de populations d'insectes. Et voilà, et encore une fois, le rôle des grands herbivores. Et donc, et les agriculteurs, ils sont essentiels pour entretenir ce maillage, ce patchwork de différents types de milieux. Plus on a de diversité, encore une fois, hein, plus on a de diversité, plus on a de vie, plus on a de biodiversité. Et il nous faut des prairies, des forêts, des mares, des zones un peu humides, des zones sèches. On a besoin de toute cette diversité et les agriculteurs sont essentiels pour la maintenir. Voilà, c'est des milliers d'années de coévolution et on ne peut pas tout changer d'un coup et soit cultiver avec des machines, soit plus se débarrasser des agriculteurs ou alors tout rassembler et avoir que des méga fermes ou des immeubles avec des cochons. C'était une très bonne conclusion. Moi, j'ai une dernière question. C'est quoi votre plaisir coupable alimentaire, votre petite collation ou snack favori? Ça peut être aussi un plat. Charlotte, je t'en prie, vas-y. Eh ben, moi, c'est un petit coca de temps en temps. Ça, c'est mon plaisir coupable. Voilà, j'ai pas d'excuses, hein, j'aime bien. C'est tout. Et toi, Alexandre? Et moi, ça devrait pas être un plaisir coupable, mais j'ai un amour immodéré pour le poulet rôti. Et incontrôlable, je dirais. Ouais. Ah, ça va, c'est super. Si on veut un petit peu plus d'oiseaux bondissants, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ouais, alors pour nous suivre, vous pouvez déjà vous abonner sur Instagram, c'est @oiseau.bondissant. On est aussi sur TikTok, pareil, même blaze. Sur Facebook, pour ceux qui y sont encore. Et, et bah, en fait, on est sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous tapez Oiseau bondissant et puis vous nous trouvez partout. Sur notre site internet, on regroupe un peu les documentaires qu'on propose et les prestations aussi qu'on propose parce que on réalise des documentaires de vulgarisation scientifique sur l'agriculture et sur l'environnement. Donc on raconte la terre, ça c'est notre slogan, Oiseau bondissant raconte la terre. Vous retrouverez là à partir de début décembre. On vient juste de publier là en novembre 2023. On vient de publier un documentaire qu'on a fait qui s'appelle Après les méga-feux dans une réserve naturelle qui s'appelle la Plaine des Morts dans le Var. Et Ça. début décembre, on publie un documentaire dont on est très fier. Donc qui dure pas très longtemps, qui dure une quinzaine de minutes, C'est ça. mais qui est assez condensé. Vous avez vu, on essaye de dire beaucoup de choses Oui. quand on nous pose des Là, questions. si on nous tend le micro, on peut pas nous arrêter, mais on essaye d'être réglo sur le timing dans nos vidéos. Et donc, ce documentaire s'appelle Carbone pâturé, et c'est justement qu'on est allé tourner dans cette ferme, cet élevage de brebis cosses du Lot, dans le Lot, à la ferme Voilà. de Fargues. Et donc ça, on va essayer d'avoir un documentaire. On a déjà tout un tas de documentaires qui sont prêts, et on va essayer d'en publier un Un par par mois. mois. Et un autre moyen de nous écouter, si vous êtes des fans du podcast de In Nuts We Trust, bah, on vous invite à venir écouter nos épisodes sur Poids Plume, voilà,
qui est sur toutes les plateformes. C'est ça. Je mettrai tous les liens, en tout cas, dans les notes de l'épisode, que ce soit Merci. le YouTube, le site, le Insta et le podcast, sans aucun problème. Alors, la petite phrase de la fin, ce serait mieux comprendre, c'est mieux protéger. Alors, cultivons-nous pour la terre. Eh ben, merci pour cette belle phrase. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut, Salut à Mehdi. tous. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.